Sous prétexte qu'on est dans l'urgence, on n'est plus dans un régime de liberté, on est dans un régime d'autorisation. Et le Covid a mis ça en place, et là on est en train de le retrouver avec les JO, avec le QR code, on va le retrouver sur l'écologie, on va pas tarder à le retrouver sur la sécurité parce que comme il y a beaucoup de violence dans la société, au nom du bien et de la protection, on va vous contrôler. Et en fait les gens de proche en proche vont dire « bah oui mais on n'a pas le choix vu la situation ». Et c'est comme ça qu'on change d'anthropologie, on change de société et on fait accepter quelque chose qui fondamentalement est contraire à toute notre culture en fait depuis des siècles. Je crois que toute la technostructure de Bruxelles de toute façon vise à arriver à un contrôle de la population, bien sûr. Les crises n'étant plus que le support narratif et sémantique pour justifier ce contrôle. Au nom du bien, le pire du totalitarisme sera autorisé. C'est ça qui est très préoccupant. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute, spécialisée en psychopathologie et neuropsychologie. Vous êtes aussi auteur et vous venez de publier « Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants » aux éditions Trait Daniel. Un livre dans lequel vous analysez l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des jeunes, mais aussi la remise en question croissante de l'autorité parentale de la part de l'État ou de l'Éducation nationale. Vous revenez également sur les raisons qui ont rendu possible l'adhésion d'une grande partie de la population aux mesures restrictives de liberté, ainsi que sur l'émergence d'une société de contrôle et d'autorisation. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire l'état de la santé mentale des jeunes aujourd'hui? Est-ce que vous et vos collègues cliniciens constatez une augmentation des troubles psychiques malgré la fin de l'épidémie? Oui, tout à fait. Alors merci de votre invitation et de cette question. Il est frappant de constater qu'aujourd'hui, les 18-25 ans sont la tranche de la population qui va le plus mal sur le plan psychologique. En effet, on a constaté avec la crise sanitaire que la levée des mesures n'avait pas mis fin au mal-être de cette jeunesse, puisque finalement les mesures qui ont été prises étaient des mesures qui visaient à réduire le chiffre de circulation virale, mais qui ne tenaient pas compte des besoins spécifiques des enfants et des jeunes adultes. Un enfant, ça n'est pas un adulte, c'est-à-dire qu'il est dans une période sensible, dite sensible, c'est-à-dire propice à certains apprentissages, au développement de certaines compétences sociales. Et donc, de toute évidence, quand on demande à un adolescent ou à un enfant, pour être un bon citoyen, de faire tout l'inverse de ce qu'il a besoin de faire pour devenir un adulte équilibré, à savoir aller en classe, poser des questions, faire du sport, interagir avec ses pairs, se comparer de manière saine dans une activité sportive, etc., etc., il lui est très difficile à la fois de développer ses compétences sociales, de garder une motivation à faire des choses, donc de prendre confiance en lui, et puis de garder le goût des liens affectifs. Et bien évidemment, ils vont avoir tendance à s'isoler, à se ratatiner derrière les écrans. Et on a un colloque d'ailleurs très prochainement de psychanalystes, de psychologues cliniciens, de psychiatres qui s'interrogent sur vraiment cette génération d'adolescents marquée par l'isolement. Et ce repli social est préoccupant parce que il s'accompagne chez les uns, ce que j'avais dit d'ailleurs dans le Figaro pendant l'hiver 2021, de symptômes dépressifs avec une incapacité à se projeter et une mauvaise image de soi et de symptômes d'agressivité et de passage à l'acte violent, ce que beaucoup aujourd'hui d'éducateurs et de personnes qui sont sur le terrain, y compris d'élus locaux, nous rapportent en nous disant il y a vraiment un avant et un après, et il y a beaucoup plus facilement des rixes et des passages à l'acte violent, comme si finalement toutes les ressources symboliques imaginaires que ces jeunes pouvaient avoir pour élaborer leurs pulsions, bah, ils ne les ont plus. Et donc, au moindre mot de travers, ça dérape beaucoup plus facilement. Donc les troubles, les pathologies, on va dire les plus fréquentes parmi les jeunes aujourd'hui, c'est effectivement donc des phobies généralement, des TOC aussi, agressivité, peut-être aussi des tentatives de suicide ou des Alors, on a eu une augmentation très très importante des idées suicidaires et des tentatives de suicide rapportées notamment par Santé publique France et par le JAMA qui avait montré qu'il y avait 299% d'augmentation des idées suicidaires et des tentatives de suicide chez les jeunes de moins de 15 ans. Il y a donc
une très importante augmentation de la consommation de psychotropes et des symptômes anxio-dépressifs. Et puis, il y a aussi une augmentation extrêmement importante des troubles alimentaires. Il faut comprendre que les troubles des conduites alimentaires, une fois qu'ils sont décompensés, mettent plusieurs années à se stabiliser. C'est-à-dire que quand certains me disent « Non mais vous êtes à côté de la plaque, l'épidémie elle est derrière nous, donc cette jeune fille qui a décompensé une anorexie pendant le confinement, on n'est plus confiné », il faut bien comprendre que la dynamique et le rythme psychique, une fois que l'équilibre psychosomatique d'un individu est rompu, même si les cours ont repris, même si les bars ont rouvert, cette jeune fille qui a décompensé dans des conduites alimentaires déstructurées, elle va mettre beaucoup de temps à retrouver son équilibre et une image d'elle-même réaliste. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des jeunes là qui vont mettre plusieurs années finalement à dépasser et à restaurer leur équilibre. Bien sûr, et ça avait été rappelé d'ailleurs par la Société française de pédiatrie, c'est que à chaque fois qu'on intervient de manière négative sur un stade de développement d'un mineur, c'est pas qu'il ne pourra jamais récupérer et qu'il est condamné à vie, c'est simplement que à ce moment précis de son existence, il était dans la période favorable pour développer une aptitude et que donc s'il y a eu une interférence négative, il va être beaucoup plus compliqué pour lui de récupérer parce que le moment propice à l'apprentissage du langage, à l'apprentissage des règles logico-mathématiques, des règles de vie en société, elle n'est plus là. La personne est moins sensible. Donc, on va pouvoir récupérer les choses, mais c'est difficile, c'est laborieux. Et dans le cas d'une pathologie, que ce soit une addiction ou un trouble alimentaire, une fois que la pathologie est là, la pathologie, elle a sa propre vie, elle a son autonomie, elle a sa logique, elle a ses chemins neurobiologiques. Il y a des hormones cérébrales qui se sont mises en place. Et donc, on va devoir réorganiser en fait le cerveau de manière plus équilibrée et évidemment que ça prend beaucoup de temps parce que une fois que quelque chose est brisé, ça ne revient pas à l'état antérieur en quelques semaines. Alors, vous insistez aussi dans votre livre sur le fait que l'offre de soins en pédopsychiatrie en France est réduite à peau de chagrin et que souvent la seule réponse qui est proposée aux jeunes qui souffrent d'un mal-être, c'est la prescription de molécules médicamenteuses qui sont d'ailleurs testés essentiellement sur des adultes. Oui, absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de praticiens hospitaliers avaient rappelé quand même pendant la crise sanitaire que sur un jeune sur 3 qui se présentait avec des idées suicidaires, il y en avait 2 qu'on renvoyait chez eux faute de capacité d'accueil. C'est-à-dire que parfois vous avez 7 lits en pédopsychiatrie sur un bassin de population de 400 000 personnes. Donc qu'est-ce que vous dites aux parents quand un jeune arrive avec les bras complètement scarifiés et qui veut sauter par la fenêtre, si ce n'est rentrez chez vous et donnez-lui des molécules qui vont l'abrutir. Donc il y a vraiment une problématique dans le rapport à la jeunesse et dans le rapport à l'enfance. C'est-à-dire que déjà la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, mais dans la psychiatrie, la pédopsychiatrie est particulièrement mal lotie. On n'a que 35 professeurs de pédopsychiatrie en France, ce qui veut bien dire que la souffrance psychique de l'enfant est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à entendre parce que on a tendance à indifférencier les générations et à considérer qu'un enfant peut métaboliser la réalité extérieure comme un adulte. Sauf que non, le fait de priver un enfant du visage humain n'a pas du tout le même impact que pour un adulte et on a bien vu tous les retards de parole que ça a généré chez les bébés qui étaient gardés toute la journée par des adultes masqués en crèche. Donc oui, il y a une vraie pénurie d'abord de vocations, de moyens, une faible capacité d'accueil en hôpital et puis surtout après l'hôpital il y a rien. C'est-à-dire que moi quand je travaillais dans un service de pédopsychiatrie, je voyais bien que même si le mineur était bien pris en charge pendant l'hospitalisation, une fois qu'il était sorti, il était un petit peu livré à lui-même et les parents étaient très démunis parce que il y avait des délais d'attente très longs pour la consultation familiale avec le pédopsie, l'infirmière, etc. Parce qu'il y avait évidemment trop d'enfants qui étaient dans le besoin de consulter, que du coup on essaye d'aller en ville, mais en ville ça coûte très cher et la mutuelle ne couvre pas forcément. Et donc finalement on va chez le généraliste qui est pas un spécialiste de l'enfance et qui va donner une molécule qui a été testée sur des adultes, donc qui n'est pas approprié à un cerveau en pleine croissance et qui a donc des effets secondaires. Et finalement, on se retrouve avec des enfants qui sont zombifiés, qui sont shootés, parce qu'on n'est pas en capacité de leur offrir, en fait, un espace de dialogue où justement, on va, au lieu de les abrutir,
redonner vie à leur imaginaire, redonner vie à leurs ressources intérieures. Et un enfant a beaucoup de ressources pour surmonter la difficulté. Le problème n'est pas la difficulté pour l'enfant. Le problème, c'est l'absence d'environnement, l'absence d'étayage et l'absence de sens donné aux difficultés qu'il vit. On sait bien que quand un enfant vit un trauma, le plus violent pour lui, c'est si l'environnement est dans le déni de son trauma. Si l'environnement est en capacité de reconnaître et de dire « là, il y a eu un traumatisme, il y a quelque chose qui a fait effraction dans ton développement, et voilà ce qu'on met en place pour te permettre de retrouver tes ressources intérieures », l'enfant peut sortir du traumatisme. Et vous dites aussi dans votre livre que de plus en plus de jeunes adultes rentrent dans le groupe des états limites, notamment vous parlez des personnalités qu'on appelle borderline, ce qui amène les cliniciens à revoir l'étalonnage des tests de personnalité et à considérer désormais comme quasiment normal finalement des conduites déviantes tant leur fréquence augmente. C'est-à-dire que en fait, on distingue 3 grandes structures de personnalité. La personnalité névrotique, où l'individu a à la fois un moi, c'est-à-dire un sentiment d'identité qui est en place et de continuité dans le temps, avec un monde pulsionnel que les psychanalystes ont appelé le ça, et puis une instance qui s'appelle le surmoi, qui permet d'intérioriser les interdits et donc de négocier avec les impulsions et de dire si j'obéis au principe de plaisir immédiat, finalement je vais me mettre en danger, je vais être sanctionné, je vais être exclu, etc. Disons qu'il y a 100 ans, le surmoi était à peu près en place dans une grande partie de la population, et quand il échouait, il y avait des cadres sociaux qui récupéraient l'individu. Et puis on a glissé petit à petit, après mai 68, dans une société très narcissique. Où l'image est très importante, où il faut jouir sans entrave, il est interdit d'interdire, etc., etc. Donc on a déstructuré ces cadres, et évidemment, comme l'intérieur et l'extérieur se font toujours écho, puisque on est des êtres sociaux, la force de ce surmoi, en fait, a été réduite. Et les parents ont transmis parfois moins de cadres, moins d'interdits structurants. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la coercition. C'est-à-dire qu'on a imposé, là, aux enfants pendant la crise, des coercitions très infantilisantes, mais qui étaient justement pas des interdits structurants. On leur a imposé le masque, qui ne le faisait pas grandir, mais on n'a pas posé des interdits moraux qui, justement, les aidaient à s'élever, à discerner, etc. Et donc, finalement, on glisse vers une population qui a de plus en plus de mal à gérer son impulsivité, à gérer ses émotions. C'est tout de suite, c'est l'instantanéité des réseaux sociaux. Et donc, on voit bien la fragilité intérieure, en fait, le manque de structure interne pour gérer la frustration, pour arriver aussi à accepter que l'autre ne soit pas d'accord. On voit bien l'hystérisation des débats sur un certain nombre de sujets. On a du mal à supporter que l'autre ne soit pas d'accord. Il faudrait supprimer la contradiction. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a plus la force interne de dire toi tu penses comme ça. C'est ce que disait Aristote d'ailleurs, il y a qu'un esprit instruit et très éveillé qui peut entendre qu'on ne soit pas d'accord sans que ça le déstabilise, sans devenir comme l'autre, mais sans non plus renoncer à ce qu'il pense. Et ça, c'est très fragilisé dans la société actuelle. Effectivement, on a de plus en plus de profils addicts, borderline, ce qu'on appelle les états limites, c'est-à-dire une fragilité du narcissisme qui fait que le rapport à l'autre et le rapport à l'émotion est très difficile à gérer, qu'on a beaucoup de passages à l'acte. Alors, vous observez aussi que les conséquences des mesures prises pendant la crise sanitaire ont mis du temps à émerger et finalement à être reconnues dans le débat public. Et ce, malgré les retours de terrain de plusieurs cliniciens relativement tôt. Et vous soulignez que le Covid nous a fait toucher le paroxysme d'une lecture chiffrée et statistique du vivant. Alors finalement, en quoi l'importance accordée aux chiffres et aux statistiques par la médecine moderne est-elle exagérée? Quels sont les écueils de cette conception de la médecine selon vous? En fait, il y a eu un virage que Husserl a très bien décrit, qui est ce moment en Occident où l'importance accordée à la philosophie va être délaissée au profit du positivisme scientifique. Et on va rentrer dans une anthropologie où l'homme est défini par ses besoins matériels, ses besoins caloriques et par ses conduites. Donc quand vous réduisez l'être humain, donc l'objet de la médecine, exclusivement à des conduites, des constantes, des comportements et des besoins caloriques, vous le coupez. En fait, vous vous coupez de son unicité psychosomatique et du fait qu'en réalité, même l'OMS le dit, la santé,
c'est un état général d'équilibre psychosocial, c'est-à-dire physico-psychosocial, c'est-à-dire il y a la dimension physique, il y a la dimension psychologique et il y a l'environnement. Et c'est cet équilibre en mouvement permanent qui fait que l'individu est en bonne ou en mauvaise santé. Et pendant le Covid, c'était très impressionnant de voir comment, en quelques jours, on a redéfini la santé comme un chiffre de circulation virale. C'est-à-dire qu'était en bonne santé la personne qui évitait d'attraper le Covid. Mais à aucun moment, la santé se réduit au fait de ne pas attraper une maladie ou de ne pas la transmettre, bien évidemment. Et donc, on est arrivé, ce que dit très bien Roland Gori, on en est arrivé à délaisser complètement le vivant au profit du chiffre. Mais en fait, le chiffre ne veut rien dire. Et d'ailleurs, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Donc on nous a répété, on ne discute pas les chiffres, sauf que le chiffre, on lui fait dire n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens ne savent pas à quoi ça correspond. C'est pas remis en perspective, c'est pas contextualisé. Et donc, bien évidemment, ça donne une médecine qui n'a pas pour objet l'être humain. Et aujourd'hui, la formation des médecins, et il y a un chapitre dans mon livre qui porte sur la question de la formation des médecins, c'est pas la formation des médecins d'il y a 60 ans. Il y a 60 ans, un médecin, il était à la fois philosophe, soignant, il était dans le lien avec l'individu, il connaissait l'histoire de la famille, il connaissait son patient, donc il savait de quelle parole le patient avait besoin pour aller bien, il savait comment lui narrer sa maladie, il savait aussi quels étaient les antécédents de cette personne. Aujourd'hui, vous plaquez des échelles statistiques sur l'individu et vous décrétez qu'il est en bonne ou en mauvaise santé. Ça ne dit rien à l'individu de lui-même. Donc comment le patient connecte ses propres ressources pour faire face à l'épreuve de la maladie? Le médecin ne peut pas lui offrir ça. Le médecin devient un technicien en fait. Et c'est évident qu'avec des médecins qui sont formés à coups de QCM, qui n'ont pas lu les philosophes, qui n'ont pas réfléchi sur leur anthropologie et sur l'anthropologie qui sous-tend leur cours, qui n'ont pas réfléchi sur les motivations à embrasser ce métier, qui n'ont pas travaillé sur leur angoisse de mort, qu'on a bizuté et traumatisé de sorte qu'ils sont complètement dissociés de leur empathie, bien évidemment qu'on n'a plus la même médecine. Et bien évidemment qu'on a une médecine qui est complètement technicisée, en fait. Et quand vous voyez la manière dont est géré l'hôpital, la manière très bureaucratique, avec la tarification à l'acte, etc., on pousse encore plus les médecins dans une gestion du malade. On leur dit quand même en 6e année, passe pas trop de temps à parler avec les patients. Moi, j'ai des étudiants en médecine qui sont déprimés, qui me disent mais mon chef de service m'a dit passe pas trop de temps à parler avec les patients parce que de toute façon c'est de la perte de temps. Donc on est en train de vider de sa substance humaine la médecine au profit des algorithmes. C'est tout à fait normal que beaucoup de médecins aillent mal et que les patients ne se sentent pas entendus. Donc une médecine qui finalement manque d'humanité et peut-être aussi d'un regard un peu plus holistique. Bien sûr, on n'a plus du tout la vision. On a l'impression que, vous savez, on a l'impression que le corps humain, c'est comme l'hôpital, c'est des étages avec des organes. Donc on n'a plus du tout cette vision globale de la santé humaine, alors qu'on sait pertinemment, et s'il y a autant de psychologie justement dans les hôpitaux pour faire le lien entre les services et des psychologues qui vont d'un service à l'autre, c'est bien parce qu'on sait que le pronostic dans beaucoup de maladies, et notamment dans le cancer, échappe à l'anatomie pure, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui semblent dans des états plus graves et qui vont s'en sortir, parce que leur pronostic dépend de leur force morale, de leur force spirituelle et de leur optimisme, alors que des patients qui sont pas dans un état très grave, si à ce moment-là ils sont déprimés, qui vivent un deuil très difficile, ils vont se laisser glisser. Donc on le sait pertinemment, mais on veut pas en tenir compte dans notre vision très technocratique et très bureaucratique de la médecine. Oui, vous dites aussi, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, que le fait de réduire la santé à des chiffres et à des données algorithmiques peut aussi inquiéter quand on sait combien il est facile d'influencer ces statistiques, voire de laisser passer un biais méthodologique dans une étude officielle, sans compter les éventuels conflits d'intérêts et puis aussi le lobbying des firmes de l'industrie pharmaceutique. Oui, oui, bien sûr. L'hôpital comme l'université sont en partie financés par les laboratoires. Donc après, c'est celui qui paye qui décide. Donc vous allez décider qu'on fait une étude sur telle chose et pas sur telle autre. Et donc vous n'allez pas mettre en lumière tel aspect de la santé. Et moi, je l'ai vraiment vécu avec des collègues cliniciens quand au début de la crise, on a dit, mais vous savez, nous, déjà, dans nos cabinets, on a des signaux d'alerte très préoccupants.
Ensuite, avec un peu de bon sens, on peut se douter qu'il y a certaines mesures qui, appliquées aux très jeunes enfants, a priori vont faire des dégâts considérables, qu'a priori la manière dont les femmes accouchent à l'hôpital en étant privées de la présence du papa, en n'ayant pas accès à la nurserie, ça ne va pas aider les mamans à établir un lien de qualité avec leur bébé. Et là, on vous répondait « Ouais, mais attends, t'as pas les chiffres ». Alors ça, c'est formidable, parce que quand on dit que la parole du clinicien n'a absolument aucune valeur parce qu'on n'a pas les chiffres, ça veut dire qu'on attend 2 ans, on fait n'importe quoi pendant 2 ans, et puis au bout de 2 ans, on a les chiffres. Ah bah t'avais raison, là on a une étude qui est sortie quand même, les jeunes ils vont pas bien. Hein. Oui, alors si on avait eu une lecture clinique et pas exclusivement algorithmique de la réalité, on n'en serait pas arrivé à avoir ces chiffres-là et on aurait peut-être évité certaines erreurs. Mais comme l'intuition clinique n'a plus aucune valeur, il est évident qu'on attend d'avoir les dégâts, on chiffre les dégâts et puis après on prend des mesures bien lourdes, qui ne servent pas à grand chose puisque le mal est fait, et on vous dit ah bah finalement là-dessus tu avais une bonne intuition. Mais il va falloir à un moment donné que la parole du clinicien en fait soit remise au cœur de la santé. Alors vous revenez aussi sur les mécanismes d'ingénierie sociale qui ont pu être mis en œuvre pendant cette crise sanitaire. Quels sont les principaux mécanismes que vous avez identifiés? Est-ce que ces mécanismes s'apparentent à une forme de manipulation des masses? Tout pouvoir en place cherche à se maintenir en place et donc a besoin de se légitimer par un certain nombre d'actions. Donc ça ne date pas d'hier et ça n'est pas propre à l'Occident. On sait qu'un des ressorts essentiels de la domination par le pouvoir de la masse et de la gestion de la masse, c'est la peur. Donc bon bah ça pendant le Covid on a été biberonné à la peur et la peur s'accompagne d'un deuxième levier très important qui est l'ostracisation. C'est-à-dire que comme on est des animaux sociaux, si vous jouez sur la peur qu'a l'individu d'être ostracisé, marginalisé, vu comme un dangereux irresponsable, vous obtenez l'adhésion de personnes qui, par ailleurs, sont plutôt sceptiques sur ce qu'on leur raconte, parce que assez rapidement, je suis d'accord que le 16 mars, on savait pas grand-chose sur le Covid, mais assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que les morts ne s'entassaient pas dans les rues, que c'était pas la peste noire, et donc que finalement cette grande peur de la peste noire n'avait pas lieu d'être. Donc il fallait une autre peur, et la peur qui prenait, c'était la peur d'être ostracisé. C'est ce que dit Milos dans La pensée captive. Il dit que la majorité n'adhérera pas, il sera plutôt sceptique avec ce qu'on lui répète, mais comme on le lui répète toute la journée et qu'elle voit les autres obéir, les gens se mettent par mimétisme à obéir pour pas être mis de côté. Et ce besoin d'appartenance, il est vital chez l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain a besoin d'appartenance et a besoin de lien et a besoin de croire en quelque chose de bon. Donc, quand vous êtes dans une société totalement déspiritualisée, où il n'y a pas de transcendance, le besoin de croire va se déporter sur n'importe quelle idéologie. Alors les uns, ce sera un narratif politique, les autres un narratif religieux extrémiste, etc., etc. Mais on va déporter notre besoin de croire. Il ne disparaît pas parce qu'on a tué Dieu, notre besoin de croire. Même un petit singe, il a besoin de croire en quelque chose de bon. Donc chez le mammifère, ce besoin de croire existe. L'éthologie l'a montré. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'un enfant maltraité va se raconter que c'est lui qui est mauvais et pas gentil quand sa mère le frappe, parce qu'il a besoin de croire en une bonne figure maternelle. Donc, ce besoin de croire va permettre que on obtienne l'adhésion de gens qui ne sont pas convaincus par le discours, et la peur de l'ostracisation. Alors là, il y a eu beaucoup de chantage, donc la peur de perdre son boulot, la peur d'être marginalisé. On a bien vu comment dans les familles parfois 2 blocs se créaient et au sein de la même famille on ne se parlait plus. Ça a évidemment pousser les gens, parce que ça a joué sur des ressorts affectifs et psychologiques extrêmement profonds, à se couper de leur perception, et parce qu'ils manquaient de confiance en eux, ou parce que ils étaient extrêmement tristes d'être séparés de certaines personnes, ils acceptaient des choses qu'au fond d'eux, ils savaient absurdes. Et donc, à partir du moment où l'individu, en plus de ça, a été traumatisé par le confinement, l'individu se dit plus jamais ça. Et à partir du moment où vous êtes dans la logique du traumatisme, où vous dites plus jamais ça, vous êtes prêt à accepter des mesures violentes
simplement parce qu'elles sont 1 ou 2 crans en dessous sur l'échelle de ce qui vous semble violent. C'est-à-dire que moi, quand je disais, mais vous comprenez pas que la logique du pass sanitaire, c'est une logique de contrôle social, et que bien évidemment que ce pass va se décliner à l'infini sur la sécurité, sur le climat, et qu'on est en train de faire un virage anthropologique. Beaucoup de gens me répondaient en étant complètement collés à la réalité immédiate, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux, tu préfères qu'on soit confiné. C'est-à-dire qu'on était rentré, et ça c'est un levier très important, c'est le levier de la sidération. On était rentré dans une logique traumatique. Pour qu'il n'y ait plus jamais le confinement, on était prêt à accepter d'autres choses qui finalement nous faisaient sceller un pacte avec un nouveau contrat social. Le contrat social où, sous prétexte qu'on est dans l'urgence, on n'est plus dans un régime de liberté, on est dans un régime d'autorisation. Et le Covid a mis ça en place. Et là, on est en train de le retrouver avec les JO, avec le QR code. On va le retrouver sur l'écologie. On va pas tarder à le retrouver sur la sécurité parce que, comme il y a beaucoup de violence dans la société, au nom du bien et de la protection, on va vous contrôler. Et en fait, les gens de proche en proche vont dire, bah oui, mais on n'a pas le choix vu la situation. Et c'est comme ça qu'on change d'anthropologie, on change de société, et on fait accepter quelque chose qui, fondamentalement, est contraire à toute notre culture, en fait, depuis des siècles. Alors, vous parlez aussi de la technique du nudge dans votre livre, une technique de suggestion qui est prisée par certains cabinets de conseil privés notamment, mais aussi par les autorités, puisque les autorités sollicitent ces cabinets de conseil parfois pour élaborer ou mettre en œuvre des politiques publiques. Oui, alors Roland Gori, dans son livre La fabrique de nos servitudes, parle très très bien du nudge, et en fait il explique très bien comment justement en démocratie libérale, il n'y a pas un échafaud, ou il n'y a pas une geôle pour celui qui désobéit. Par contre, il y a une manière de donner des petits coups de coude dans le troupeau, de manière à ce que vous pensiez que vous êtes libre de faire un choix, mais bien évidemment, si vous faites le mauvais choix, vous êtes moqué, vous êtes traité d'idiot, vous êtes psychiatrisé, hein, ça c'est les bonnes vieilles techniques totalitaires, vous êtes psychiatrisé, etc. Et finalement, c'est pas quelque chose. Le terme de nudge est un terme qui vient du monde du management, mais en fait, c'est pas nouveau. Tocqueville l'avait déjà décrit. Tocqueville avait très bien dit, en démocratie, il y aura pas vous irez pas à l'échafaud, mais par contre, vous aurez une mort sociale, c'est-à-dire qu'en fait, toutes vos libertés ne vous serviront plus à rien parce que plus personne ne vous acceptera, puisque si vous êtes un peu trop loin du discours dominant, vous êtes complètement discrédité. Donc c'est la dérive totalitaire possible de toute démocratie, finalement. Et on voit bien comment, en ce moment, on assiste à ce soft, pas si soft selon moi, totalitarisme insidieux. Mais comme, officiellement, on est en démocratie libérale, bah, c'est pas grave puisque c'est au nom de l'urgence. Et là, on voit bien le glissement sémantique, on voit bien le piège, en fait. C'est-à-dire que dans démocratie libérale, on est plus tellement en démocratie puisque les individus étant de moins en moins instruits, ils sont de moins en moins en capacité de penser la réalité politique et donc de faire démocratie, que ce sont des entités supranationales qui influent et que donc notre souveraineté sur tout un tas de sujets est réduite à peau de chagrin, et que par ces effets de nudge, de marketing, de conditionnement positif, de publicité qui nous culpabilisent de manière insidieuse, nous sommes gentiment poussés à aller dans la zone bleue, voilà, dans la zone bleue qu'on aura pendant les JO, parce que bien évidemment, il ne faut pas aller dans la zone rouge. Alors, effectivement, vous parliez de ce mécanisme du QR code qui manifestement sera en place pour les JO cet été. On a aussi les instances européennes qui travaillent sur un portefeuille d'identité numérique et puis un euro numérique. Est-ce que vous pensez que finalement les mécanismes, que ce soit le nudge ou d'autres mécanismes d'ingénierie, pourraient finalement être à nouveau utilisés au nom finalement d'autres crises, des crises écologiques, crises sécuritaires, enfin ou autres dans les années qui viennent. C'était juste peut-être un galop d'essai entre guillemets cette crise sanitaire. Ah ben, ce qui est sûr, c'est que la proposition de société qui a été faite pendant le Covid, avec un crédit social important, est quelque chose qui séduit énormément les technocrates de Bruxelles.
et que si c'est l'OMS qui décide, par exemple, de toutes les questions de santé, qu'il n'y a plus de souveraineté des États sur la santé, etc., etc., vont être mis en place des outils de contrôle de la population. Mais la question, quand vous interrogez, quand vous écoutez les dirigeants et les personnes des commissions européennes sur la question de la monnaie numérique, ils ne se cachent pas du tout du fait que l'objectif est de contrôler la population. Et donc, à partir du moment où vous avez accès aux données à la fois médicales, monétaires, les consommations d'électricité, les déplacements d'un individu, il est très très facile de contrôler les déchets, la consommation d'électricité, le nombre de voyages en avion, et donc de forcer, de tordre le bras en fait du citoyen qui n'aura pas d'autre identité sociale que ses conduites. Il sera défini par ses conduites. Et s'il ne veut pas être sanctionné, il sera obligé de rester dans l'espace de domestication qui lui est assigné. Donc on lui dira, bah là t'as fait 20 km de trop, donc tu prends plus ta voiture. Enfin, moi en 2021, on m'avait dit sur un plateau télé que le pass allait durer 15 jours. J'avais répondu à mon interlocuteur qu'il me semblait très naïf et que il était évident que cet outil allait être décliné à toutes les sauces. On voit bien qu'il est en train d'être décliné et étudié à toutes les sauces. Malheureusement, beaucoup de gens sont tellement endoctrinés qu'ils pensent que on n'a pas le choix et que c'est très bien et que c'est ça le progrès. Il est évident que quand on est psychologue et que on vient de la culture d'où je viens, on peut pas se réjouir de cette torsion anthropologique puisque la dignité et le sacré de la vie pour moi est au cœur. Donc cette lecture contrôlante et cette emprise sur l'individu ne peut que m'inquiéter. Oui, dans votre livre, vous parlez du risque finalement de voir émerger une société orwellienne qui consacrerait le mariage entre le pire du socialisme et le pire du néolibéralisme, c'est-à-dire aussi une forme de crédit social chinois mais qui serait implanté en France ou en Europe. Absolument. Quand on passe d'un régime de liberté à un régime d'autorisation, ça veut dire quand même que l'État est tout puissant. Donc c'est extrêmement préoccupant. Il est plus là pour finalement pour sa mission régalienne de réguler des excès dans la société de manière à maintenir un corps social et la survie de l'espèce. Il se substitue à votre pensée, il se substitue à vos choix, il va vous dire combien d'enfants vous avez le droit de faire au nom du bien et de la sauvegarde de la planète. Voilà, donc au nom du bien, le pire du totalitarisme sera autorisé. C'est ça qui est très préoccupant. Mais est-ce que c'est pas le propre du totalitarisme aussi de toujours faire les choses au nom du bien? Oui, bien sûr. Mais on sait bien, et c'est tout le chapitre sur les glissements sémantiques de mon livre, que par exemple dans une famille maltraitante, c'est toujours au nom du bien qu'on fait du mal à un enfant. Donc à un moment donné, est-ce que les gens vont réussir à s'interroger sur la relation qu'ils ont avec l'état profond et sur l'intention de l'état profond et sur la vision parce que on dit souvent que nos politiques sont incompétents. Ils sont certainement pour une grande majorité incompétents. Mais je pense aussi que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont simplement une vision de la société qui n'est pas affichée et qui est tout à fait différente de la vôtre ou de la mienne, par exemple. Et je me souviens que dans l'annexe finalement d'un rapport qui avait été publié début juin 2021, je crois un rapport d'une commission sénatoriale qui évaluait en fait les outils technologiques mis en place en Asie pendant le Covid. Un sénateur, je crois que c'était Monsieur Hugonnet, expliquait que finalement le crédit social qui est en vigueur en Chine finirait par s'imposer dans notre démocratie. Et il faisait référence notamment à l'épisode des Gilets jaunes en expliquant que notre société faisait face à une forme d'anomie et que nous n'aurions pas le choix et que nous serions obligés d'implanter ce crédit social finalement. Donc il y a peut-être aussi une espèce de vision de certains politiques qui ont peur de mouvements de révolte ou de colère populaire comme on a pu le voir ces dernières années. Oui, et je crois que toute la technostructure de Bruxelles, de toute façon, vise à arriver à un contrôle de la population, bien sûr. Les crises n'étant plus que le support narratif et sémantique pour justifier ce contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice secondaire énorme
trouvée par les politiques dans toutes les crises. Donc toutes les crises sont surlignées, mises en avant, mises en scène, mises en lumière pour justifier ce contrôle. Maintenant, pourquoi est-ce que ceux qui accèdent à ces postes sont tellement séduits par l'idée de contrôler la population? C'est parce que le pouvoir en place a toujours eu peur de la masse, de tout temps, finalement. Le pouvoir en place a toujours eu peur de la masse, donc il a toujours été tenté de la contrôler. Et simplement, aujourd'hui, on a accès à des outils techniques tellement pointus que le contrôle devient total. Il est jour et nuit. Et comme l'individu moderne occidental n'a pas confiance en lui et qu'il a beaucoup déporté son besoin de croire en quelque chose de puissant sur la technologie, il fonce tête baissée vers des gadgets qui font de lui un esclave. Alors d'abord, c'était la télévision dont Orwell nous avait bien prévenu que c'était elle qui nous regardait et non pas l'inverse. Et puis maintenant, on a les téléphones. Enfin, le fait que les gens soient fascinés par les montres connectées qui leur disent combien de temps ils ont dormi, moi, je pense que je dois pas du tout vivre dans mon temps, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas, qu'on ait besoin d'avoir une montre qui nous dit combien de temps on a dormi. Donc il y a aussi une perte d'ancrage qui nous rend extrêmement dociles, extrêmement moutonniers et extrêmement vulnérables à cet embrigadement des masses. Je crois que les gens qui ont une spiritualité, qui ont encore un bon sens, qui sont ancrés à l'intérieur d'eux-mêmes, tout ce bullshit technologique, ils n'y adhèrent pas du tout. Et d'ailleurs, dans tout un tas de familles, il y a encore un véritable esprit de résistance par rapport à tout ça vis-à-vis des enfants. Il y a encore fort heureusement des familles où non, l'enfant n'a pas accès aux écrans, l'enfant n'est pas vu à travers le prisme de la technologie, l'euthanasie n'est pas le paroxysme du progrès. Donc il y a évidemment encore beaucoup de foyers où il y a une résistance à cette dérive, et c'est bien pour ça que la cible première du totalitarisme, ce sont les enfants, puisqu'il faut arracher l'individu, l'adulte de demain, à ses racines familiales subjectives dangereuses qui pourraient filtrer en fait toute cette idéologie dominante. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'attaques contre la famille. Parce que finalement, c'est ce que je dis dans le livre, le lien mère-bébé, c'est le lien le moins abîmé, le plus naturel, le moins idéologisé qui soit, et donc il est insupportable aux idéologues. Il faut arracher l'enfant à sa mère le plus vite possible, l'arracher à ses scories familiales pour qu'on le rééduque et qu'on en fasse cet homme nouveau qui est en fait l'utopie de tous les totalitarismes. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression que on n'a rien appris de l'expérience totalitaire du XXe siècle. Que par contre, on a plein de joujoux technologiques qui vont faire qu'on va y aller encore plus vite et encore plus facilement. C'est un toboggan maintenant, la technologie. Mais on a l'impression qu'on n'a rien retenu, en fait, de l'expérience totalitaire du XXe siècle et du communisme. Mais d'ailleurs, dans les manuels d'histoire à l'école, on parle assez peu aux enfants du communisme. On leur fait une petite page sur Lénine, qui était le petit père des peuples, et puis c'est terminé. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à, évidemment, beaucoup parler du nazisme, mais finalement assez peu du communisme. D'ailleurs, il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Non, parce qu'on vous dit toujours que, en fait, le communisme avait de bonnes idées, mais que ça a été mal mis en place. Donc les 100 millions de morts, c'est parce que ça s'est mal fait. Donc il n'y a pas de remise en cause véritable de l'expérience totalitaire majeure du XXe siècle. Et bien évidemment que si l'être humain ne sait pas d'où il vient et n'a pas analysé son passé à titre individuel ou à titre collectif, il est vulnérable au fait de recommencer. Donc je crois que moins on a des individus instruits, moins on a des individus qui ont une mémoire historique, plus l'instruction en histoire est pauvre, plus les jeunes, et on le voit bien aujourd'hui dans une certaine radicalisation du discours de certains jeunes qui ne savent même pas ce qu'ils disent et qui me font vraiment de la peine tellement ils sont hystérisés dans un discours idéologique où ils voient pas du tout que ce qu'ils prennent pour de la connaissance, c'est de l'endoctrinement sectaire, c'est de l'endoctrinement wokiste, et qu'en fait ils sont en train de prêcher pour leur propre destruction. Vous parlez aussi du rôle de la novlangue dans votre livre, autrement dit le discours du régime en place.
Et vous dites que cette novlangue, elle permet d'atteindre un objectif de lissage de l'esprit critique. La première immunité psychique, c'est de rappeler aux enfants que les mots ont un sens et de les aider à repérer, à réintroduire des nuances, à questionner les choses, à repérer les glissements sémantiques. Un glissement sémantique bien connu pendant la crise sanitaire, c'était celui entre effort et sacrifice. On a dit aux étudiants, faites un petit effort et bien évidemment, on leur demandait un sacrifice. Un autre, c'est protection. Moi, j'ai plein de mamies qui m'ont dit on veut me protéger, on est en train de me tuer parce que ma vie n'a plus aucune saveur et que à 90 ans, la seule saveur de ma vie, c'est de voir mes petits-enfants. Donc, repérer les glissements sémantiques, c'est déjà une grande immunité psychique, c'est-à-dire que vous déconfinez votre pensée quand vous faites ça. Toute la novlangue qui est sortie était très intéressante parce que le politique avait cessé de tenir un discours politique pour tenir un langage managérial. Et nos énarques sont des champions du monde pour ça aujourd'hui. Subtilement, ils évacuent la teneur politique du langage. Parce que dans un discours politique, finalement, il y a le discours politique, c'est un exercice de débat, c'est un exercice d'argumentation, c'est aussi un petit peu une catharsis collective de certaines émotions personnelles. Et donc, il y a du conflit sublimé dans des cadres. Donc, il y a un exercice civilisationnel dans, voilà, on s'engueule, on n'est pas d'accord, mais il y a du débat, il y a de la conflictualité, il y a une dynamique psychique. Quand vous sortez de ça, vous rentrez dans un langage managérial d'entreprise où de toute façon tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et c'est formidable et tu vas donner le meilleur de toi-même et puis à la fin de la réunion tu vas nous mettre un petit smiley avec un sourire. Vous passez à une gestion donc managériale de la population où finalement celui qui dirait non, celui qui penserait, celui qui poserait une question deviendrait quand même suspect, deviendrait potentiellement un délinquant. Moi, j'ai été traitée évidemment de criminel et d'irresponsable parce que je disais aux parents de continuer à faire des câlins à leurs enfants. Donc ça va, moi je le vis assez bien. Et on a bien vu vraiment dans les prises de parole de nos responsables politiques cet affaissement de la verticalité politique. On n'était que dans de la gestion, c'est très triste, c'est très infantilisant, c'est très morne, c'est très factuel, c'est très concret. Ça infantilise les adultes, ça surresponsabilise les enfants, donc ça lisse non seulement le conflit et le débat, mais ça lisse aussi la différence des générations et donc la verticalité. On en a eu de tristes exemples d'ailleurs dans les prises de position de certains enseignants ou directeurs d'établissements sur des situations de harcèlement. Et on voit bien à quel point le monstre froid de l'État dans la bureaucratie conduit à des drames humains. Donc ça, c'est la première chose, le langage managérial qui lisse qui empêche le débat et qui donc asphyxie le débat public et hystérise les choses, puisque si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un salaud sartrien, vous êtes un irresponsable, vous êtes un fou, vous êtes bon à enfermer. Donc il y a une diabolisation finalement, et on n'est plus dans de la politique, on est quasiment dans de la démonologie. Donc le pouvoir en place, c'est le camp du bien, et ils doivent anéantir le mal. On n'est pas dans un débat rigolo entre la gauche et la droite où chacun a son système de valeurs et ses arguments et c'est intéressant et ça introduit de la nuance. C'est nous, on est le camp du bien, vous êtes le mal et donc on doit supprimer le mal. Donc on a supprimé la transcendance et finalement la vie politique devient une sorte de vie religieuse avec un combat eschatologique entre les bons, ceux qui détiennent la vérité et tous ceux qui sont pas d'accord. C'est le mal, c'est les méchants, c'est les dangereux délinquants et il faut essayer de pas les inviter dans les plateaux télé parce que si on a parlé à quelqu'un qui est du côté du mal, potentiellement on est contaminé. C'est la logique paranoïaque évidemment. On est contaminé par le mal, donc si tu as parlé à quelqu'un qui introduit de la nuance, peut-être que toi-même tu es suspect de ne pas être dans le camp du bien. Alors vous évoquez aussi parmi les raisons qui peuvent expliquer l'adhésion d'une large part de la population aux mesures restrictives de liberté, outre la déspiritualisation, aussi la société de consommation et ses effets délétères, qui organisent finalement la vie autour de la compétition et de l'individualisme, et où tout ce qui a de la valeur est délaissé au profit de ce qui a un prix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement le rôle joué par cette société de consommation dans la soumission des individus ? D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en santé publique, ce qui n'est pas quantifiable n'existe pas. Ce qui n'est pas quantifiable ne va pas être mis dans une étude.
Donc, un facteur que vous ne pouvez pas chiffrer n'existe pas. Donc, il est invisibilisé. Donc, vous imaginez comment on étalonne la souffrance psychique humaine. À partir du moment où ce qui n'est pas quantifiable n'existe pas, vous imaginez tout ce qui, dans le réel, n'existe pas, avec cette vision de la réalité. Donc oui, ce que je dis dans le livre, c'est que la déspiritualisation, le déplacement donc du besoin de croire sur la technologie, la médecine, un narratif quelconque, etc. La baisse de l'instruction, donc la difficulté pour un jeune et un adulte à faire des liens, à penser les choses, à les remettre en perspective, notamment historiques, et surtout à avoir une philosophie intérieure qui lui permet de prendre les choses un petit peu moins de manière frontale et avec un peu plus de distance. Et la substitution de tout ce qui a de la valeur, c'est-à-dire le lien, le temps, l'impératif d'imaginer, de sentir, de penser, de créer, au profit de l'impératif de faire, d'exécuter, de se conformer, de performer, évidemment que ça fait une société soit ultra individualiste, soit très vulnérable aux tentations communautaristes. On se replie sur soi, on ne défend que les siens et tout le reste, c'est mauvais. Et donc ces deux extrêmes menacent évidemment la démocratie. Parce que quand l'individu, pour réussir, quand la définition de la réussite, c'est d'être un winner, c'est d'être un requin, c'est de performer, c'est d'être le plus visible, il est évidemment tenté de se dissocier complètement de lui-même, de se dissocier complètement de sa dimension affective et relationnelle et humaine, d'écraser l'autre. Il est évidemment très malheureux, puisqu'en fait il n'est jamais satisfait, il est toujours en quête de quelque chose qu'il n'a pas encore obtenu. Et il se met en permanence en danger et en compétition avec autrui. Donc il n'a plus jamais de répit affectif, puisque l'autre est potentiellement toujours un rival. Et donc évidemment, cette logique de « il faut toujours être le meilleur, il faut toujours plus consommer », ça met les jeunes dans un désarroi existentiel énorme, a fortiori dans une période où on n'est plus dans l'abondance des années 70. Si consommer c'est l'horizon de tout alors qu'il y a une inflation énorme et qu'on nous annonce des pénuries, ça va être très très compliqué avec cette idéologie, en fait, ce narratif d'être heureux. Donc oui, ça joue beaucoup. Et de toute évidence, ça participe aussi à un esprit moutonnier parce que les gens se précipitent dans le faire, ne prennent plus le temps de réfléchir, ne prennent plus le temps de se poser. La pensée est devenue une perte de temps et donc bien évidemment que ça empêche les gens d'avoir un discernement. Et si vous n'avez pas de discernement, vous n'avez plus de liberté de vous-même. Si vous ne prenez plus le temps de discerner, vous n'êtes qu'un exécutant, vous fonctionnez. Vous n'exercez plus votre liberté, en fait. Alors vous évoquez aussi les profils des individus qui ont été en mesure de ne pas céder justement à la peur, de résister à cet embrigadement et à cette idéologie. Alors là aussi, vous revenez sur la dimension spirituelle. Vous dites que ce sont des gens qui avaient un ancrage spirituel important généralement. Et vous expliquez aussi que c'était parfois ou même souvent des personnes qui avaient fait l'expérience soit de la maladie, soit de la manipulation et de l'emprise, ou qui avaient appris à aimer la solitude. Alors pourquoi le fait d'avoir été confronté à une forte adversité ou d'avoir finalement surmonté des épreuves douloureuses au cours de sa vie nous rend finalement plus fort pour résister à l'idéologie? D'abord, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. Et donc, quand vous avez surmonté des épreuves, c'est ce qu'on appelle la croissance traumatique, et finalement, vous savez ce dont vous êtes capable. Donc, quelqu'un qui a déjà vécu dans un système d'emprise, dans une relation, dans une famille, des systèmes familiaux qui sont totalitaires, si il a fait un retour sur son expérience, s'il a surmonté, s'il y a eu une croissance traumatique, c'est-à-dire s'il a pu surmonter cette expérience, l'analyser, décoder les mécanismes d'emprise, c'est comme s'il avait reçu une immunité par rapport à ça. Donc quand une nouvelle situation d'emprise, de manipulation, que ce soit une publicité marketing débile, que ce soit un discours extrémiste, que ce soit un narratif quelconque, que ce soit un pervers narcissique dans son environnement professionnel, cette personne a une immunité, elle a une mémoire et donc son cerveau va reconnaître des mécanismes.
va reconnaître la culpabilisation, l'isolement, la focalisation excessive sur un aspect de la réalité au détriment de tous les autres, le fait de tourner la personne qui n'est pas d'accord en ridicule, le fait de se rendre indispensable et omniprésent dans la vie de l'individu, etc., etc. Tous ces mécanismes qui peuvent exister dans la vie personnelle comme dans la sphère politique. Donc cette personne qui a fait un retour sur sa propre expérience, elle est enrichie de mécanismes qui lui permettent de décrypter la réalité. Si la personne a vécu dans un système familial totalitaire, mais que, quelque part, elle est tombée, c'est-à-dire qu'elle s'est dissociée pour rester du côté du plus fort et qu'elle n'a jamais analysé ce qu'elle a vécu quand elle était enfant et que finalement ça lui a brisé les ailes et qu'elle s'est d'une manière inconsciente dit pour survivre et pour être acceptée, je dois me soumettre à l'abus, je dois me soumettre au discours de mon père ou de ma mère, même si au fond de lui il sait que ce discours est délirant ou abusif. Cette personne-là, au contraire, va être vulnérable à beaucoup de manipulations, à beaucoup de systèmes d'influence, parce qu'elle aura fait l'expérience qu'il faut rester du côté du plus fort pour survivre. Elle n'aura pas surmonté son traumatisme. Et en général, quand vous êtes allé en thérapie, justement, vous avez cette force pour sortir d'un système d'abus, savoir que vous pouvez le surmonter, comprendre les rouages, et donc ensuite le voir arriver. C'est pour ça que je dis toujours que le meilleur cadeau de naissance qu'on puisse faire à un enfant, c'est d'avoir fait une lecture de ce qu'on a reçu nous-mêmes quand on était enfant. Donc les gens qui ont fait une lecture qui ont une expérience mais une lecture de l'abus sont immunisés. Ceux qui ont une expérience de l'abus sans l'avoir compris ne sont pas immunisés. Et puis ceux qui ont un ancrage dans une vie spirituelle et un imaginaire profond et qui aiment la solitude et qui donc sont quelque part suffisamment détachés du regard de l'autre vont être capables d'avoir une autonomie et de supporter pendant 20 jours, 20 mois de pas appartenir au groupe et vont pouvoir faire fond sur eux-mêmes. Voilà. Et évidemment que cette attitude, elle est réduite à peau de chagrin dans la société moderne occidentale où il faut toujours avoir des followers, des invitations, des activités, où être un ermite, c'est pas très bien vu en fait. Mais c'est bien d'être un ermite de temps en temps, ça repose. Alors c'est important, je crois, que ce que vous avez dit aussi sur le fait de bien se connaître, le fait de bien se connaître, d'avoir fait un travail sur soi, c'est quelque chose qui est le plus beau cadeau, effectivement, ce que vous dites, qu'on puisse faire à nos enfants. Vous en parlez dans votre livre et vous en parlez aussi sur le prisme de l'éducation, c'est-à-dire que vous dites que pour finalement accomplir au mieux sa mission de parent, il faut avoir fait ce travail, et notamment en se focalisant sur la façon dont nous avons été éduqués et comment cette éducation a marqué la personne que nous sommes aujourd'hui. Oui, et d'autant plus que le simple fait d'entreprendre ce travail nous fait mesurer que finalement, la vie entière est un travail sur soi, qu'on aura toujours des limites, toujours des zones d'ombre, toujours de l'inconscient, toujours des choses à régler. Et donc, ça nous met dans une posture d'humilité, je pense, qui nous protège à la fois de plus grande confiance en soi parce qu'on se connaît, donc on est moins surpris de ce qui nous arrive, et en même temps d'humilité parce que quand on sait que de toute façon on aura toute sa vie des trucs à régler et qu'on n'aura jamais parfaitement tout réglé de soi-même, il est plus facile d'accepter les limites, les failles, les fragilités de nos enfants. On les prend moins personnellement. On comprend mieux la patte humaine en fait en s'étant pris soi-même aussi pour objet en s'étant remis en question. Donc je pense que oui, c'est quelque chose qui nous permet en tant que parents de comprendre que quand on est dans une difficulté avec nos enfants, de pas le prendre de manière paranoïaque. Notre enfant est pas en train de nous provoquer, notre enfant est pas en train d'essayer de nous mettre en difficulté. Notre enfant, il est aux prises avec la réalité et ça vient taper sur ce que nous, peut-être, on n'a pas réglé de notre propre éducation. Parce que notre père ou notre mère aurait réagi comme ça et donc on se sent très mal si on réagit pas comme ça et en même temps on sent bien que notre enfant a besoin d'autre chose et je crois que c'est de cette dialectique en fait que va naître une éducation plus appropriée aux besoins réels de notre enfant et une éducation qui est moins la simple projection, la simple répétition des schémas qu'on a appris. Or, nos parents nous ont élevés avec leurs propres failles, leur propre éducation, leur propre clé du monde et de toute évidence, le monde dans lequel nos enfants grandissent n'est pas du tout le monde dans lequel nos parents nous ont élevés. Ne serait-ce que sur les questions des écrans, il y a des défis que nos parents n'avaient pas et que notre génération doit relever.
Également aussi sur l'état du système scolaire et les enseignements qui sont délivrés aux enfants, où là aussi il y a un décalage par rapport à ce que nos parents ont vécu. Vous parlez d'ailleurs de ce sujet-là, vous expliquez que les programmes scolaires sont désormais envahis par la déconstruction et le wokisme, par une idéologie progressiste qui a la prétention de réécrire le passé et de se présenter comme la vérité unique, ce qui constitue pour vous une agression finalement directe à l'encontre des enfants. Alors, en quoi c'est l'émergence de ces idéologies de déconstruction, le wokisme, on a aussi maintenant les théories liées au genre qui font leur apparition dans les salles de classe, constitue-t-elle finalement une agression à l'encontre des enfants et quelles sont les conséquences potentielles sur leur développement? Le droit à l'instruction, c'est un droit universel. Et quand vous regardez les cahiers d'un élève de 5e aujourd'hui, par exemple en orthographe, il est à peine au niveau où on était il y a 30 ans en CM2. C'est-à-dire que les fondamentaux des lois qui régissent la grammaire du monde, c'est des lois mathématiques et des lois de syntaxe, sont de moins en moins bien enseignées, avec des changements de méthode qui présentent l'avantage considérable que du coup les parents étant complètement largués, il leur est très difficile d'aider leur enfant. Et moins un enfant est instruit, plus il est évidemment poreux à l'emprise idéologique, puisqu'il n'a plus les éléments pour discerner. Moi, je suis catastrophée qu'on fasse pas faire plus de dissertations, notamment. Le fait de construire thèse, antithèse, synthèse, c'est quand même la meilleure protection contre un débat public hystérisé et binaire où tout le monde s'insulte parce que personne n'a d'argument, mais que chacun se pense dans le camp du bien. Donc, on voit bien comment l'idéologie a envahi les manuels d'histoire. Le dernier exemple en date, c'est quand à la rentrée de 2022, les manuels officiels d'histoire avaient rajouté une page sur le confinement en présentant le confinement comme l'acte suprême de solidarité. Donc, si ça, c'est pas de l'intrusion idéologique dans l'instruction, faut vraiment m'expliquer ce que c'est. Et le problème, c'est que c'est la même chose en biologie. Maintenant, dans un manuel de biologie, vous avez un seul dessin qui est à la fois un homme et une femme avec une indication qui est place le curseur où tu le souhaites ou c'est pas où tu le souhaites, mais c'est quelque chose comme ça. Donc tu places le curseur où toi tu te sens entre l'homme et la femme. Alors moi, je me sens girafe, donc du coup je sais pas où est-ce que je me place. Donc on voit bien comment il y a une attaque extrêmement lourde qui est portée contre la réalité. C'est-à-dire que le rôle de l'adulte, c'est de présenter la réalité de manière assimilable à l'enfant. Et là, on lui substitue l'idéologie et on le prive de l'accès à la réalité. Donc c'est pathogène, c'est d'un cynisme extrême. Ça traumatise les enfants qui restent, je le rappelle, des enfants et qui donc parfois sortent de cours en disant mais j'ai entendu parler de choses où j'ai vu des images qui, au nom de l'éducation sexuelle, finalement font que j'ai plus envie d'aller en classe. Hein. On a eu quand même des plaintes. Et on va vous dire que c'est au nom du bien. C'est-à-dire que sur l'éducation sexuelle et affective, il y a une circulaire qui disait, voilà, maintenant, il va falloir que on ait une action de prévention des abus sexuels, de prévention des discours homophobes, etc. dans l'école, soit prévention des abus sexuels, etc. Très bien. Je rappelle juste que si vous dites en cours d'éducation civique à un enfant que sous aucun prétexte il n'a le droit d'insulter ou de porter atteinte de manière physique à un individu sur la base de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa religion, vous avez prévenu. Vous n'avez pas besoin de lui montrer des schémas traumatisants où un homme s'apprête à sodomiser un homme qui s'apprête à sodomiser une femme. Et je peux vous apporter des images attestant du fait que c'est la réalité dans certains cours. Ça, là, ce que vous venez de décrire, c'est des choses qui peuvent être montrées à des enfants à l'école aujourd'hui? Tout à fait. Pourquoi? Parce que les cours d'éducation affective et sexuelle, qui ne devraient pas s'appeler des cours d'éducation mais d'instruction, puisqu'on n'est pas dans la sphère familiale chargée de l'éducation, mais dans la sphère scolaire chargée de l'instruction, et ça c'est encore un glissement sémantique qu'on nous sert tous les jours, on montre des dessins, mais si vous allez sur le site du gouvernement, on s'explique. On s'exprime. On s'exprime. On s'exprime, je crois. Ah non, c'est on s'exprime. On explique à des enfants de 11 ans comment faire un anulingus en découpant un carré dans un préservatif.
Alors moi, je ne sais pas où est la biologie. Je pense que c'est une provocation extrêmement agressive à l'encontre des familles. Je rappelle que les parents sont quand même détenteurs de l'autorité parentale, qui connaissent leurs enfants, qui savent que chaque enfant a une sensibilité différente, a une puberté qui arrive à un âge différent, a une sexualité qui commence à un âge différent, qu'il a une religion qui peut être différente, et que donc c'est le parent qui progressivement va expliquer les choses à l'enfant en sachant que cet enfant est prêt à entendre certaines choses à un certain moment et pas à un autre, et qu'il y a des petites filles qui sont déjà formées à 9 ans et qui peuvent entendre des choses que d'autres petites filles ne sont pas, que d'autres adolescentes sont à peine prêtes à entendre à 12 ans, qu'on peut pas effracter le psychisme au nom du bien de la sorte. Donc on montre des images qui sont très violentes. Je vois pas en quoi on prévient les abus sexuels en expliquant à un enfant de 5 ans qui peut demander des bloqueurs de puberté à ses parents. Je ne vois pas le rapport avec la choucroute. Mais tout ça suit en fait l'agenda de l'OMS, qui a décrété qu'il y avait des droits sexuels des enfants, et qui est en train de forcer le passage, et au nom de prévenir des abus, est en train de créer un abus psychique en faisant intrusion à la fois sur la sphère familiale et sur la maturité psychique d'un enfant. La maturité psychique d'un enfant prépubère n'est pas la maturité psychique d'un adolescent de 16 ans, qui n'est pas la maturité psychique d'un adulte de 25 ans. Voilà. Et donc on est en train de nier des connaissances qu'on a depuis des décennies sur le développement cérébral de l'enfant, évidemment au nom du bien. Et c'est évidemment extrêmement dangereux parce que ce sont des enfants qui, une fois qu'ils auront été effractés, donc excités au mauvais sens du terme, seront complètement perdus. Et donc si au nom du bien, une association militante vient expliquer, comme on en a vu le cas l'année dernière, à des petites filles de 9 ans que pour le plaisir, on peut lécher les testicules du garçon, je ne vois pas en quoi on a outillé cette petite fille pour dire non à un prédateur sexuel, qui lui expliquera que pour le plaisir, ce serait pas mal qu'elle lèche les testicules. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir sortir ou du cynisme ou de la naïveté, ou de la perversité, et remettre chaque chose à sa place. C'est-à-dire que à l'école, on enseigne la biologie, on enseigne en cours d'instruction morale et d'éducation civique, en fait, ce qu'on appelait l'éducation civique autrefois, qu'on se respecte, qu'on respecte l'intégrité corporelle et morale de chacun, qu'il y a des surveillants et des figures d'autorité à qui on peut venir parler si on assiste à du harcèlement ou si on est en situation de danger soi-même, et puis laisser les parents s'occuper du contenu de l'éducation affective et sexuelle, éducation qui commence par le fait d'avoir des relations de tendresse avec l'enfant. Parce que plus un enfant vit de la tendresse saine à la maison, plus il saura faire la distinction entre la tendresse saine et l'emprise perverse d'un adulte à l'extérieur. Et ces cours justement d'éducation à la sexualité, avec les exemples que vous citez, je crois que l'association SOS Éducation aussi a relevé beaucoup de témoignages d'enfants qui ont été choqués, traumatisés par les cours qu'ils ont pu recevoir. Quelles sont les conséquences sur la psyché d'un enfant, sur son développement ensuite émotionnel, intellectuel, quand son psychisme a été effracté par justement des dessins ou des scènes choquantes? Eh bien, en fait, on est en train d'interrompre la croissance normale, le rythme naturel en fait de son développement psycho-affectif, de son image du corps, de sa représentation de la sexualité. La représentation de la sexualité, elle est progressive chez un enfant. Un enfant pose des questions très petits. À 18 mois, il intègre la différence des sexes, il en parle. Il y a une période d'ailleurs où c'est très présent dans son discours, où le petit garçon va répéter à sa maman qu'elle a pas de zizi, etc. Et puis ensuite, il aura des théories sexuelles sur l'origine de l'enfant, etc. Et il est évident que là, c'est très important qu'on laisse place à l'imaginaire de l'enfant, parce que les images que son cerveau va produire sont les images qui correspondent à son stade de maturité. Si vous lui plaquez une image quasi pornographique, vous faites effraction. Vous l'excitez au sens où vous faites rentrer dans son cerveau quelque chose qui, comme si vous faisiez manger à un enfant qui n'a pas encore de dents, un morceau de viande qui n'a pas été mouliné. Il ne peut pas le digérer, il ne peut pas l'assimiler. Donc ça va venir court-circuiter la construction de sa représentation de lui-même. Et donc ça va au contraire le rendre vulnérable à ce que n'importe quel adulte mal intentionné pourra lui raconter. Donc c'est pour ça que sur la base de cette circulaire qui voulait prévenir les abus sexuels,
Il faut faire appel à des experts, à des pédopsychiatres, à des gens qui connaissent le développement de l'enfant pour déterminer le contenu des cours. Et comme aujourd'hui ce contenu n'est pas clair, n'est pas le même dans tous les établissements, qu'en plus les enseignants ne sont pas formés à ça, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la roulette russe. Et il y a des établissements où finalement c'est des associations militantes qui vont venir se substituer à l'infirmière scolaire ou à un enseignant qui a été bien formé, à qui on a bien dit, toi tu as une classe d'enfants de 9 ans, donc voilà, machin, etc. Ils sont pas pareils au moment de la puberté n'est pas encore là pour la plupart d'entre eux, donc c'est pas pareil que si tu parles à des élèves de 4e. Les élèves de 4e, certains ont déjà eu des rapports sexuels, donc on voit bien qu'on positionne pas les choses de la même manière, etc. Comme il n'y a pas cette formation spécifique, et on manque de formation et de temps pour former les enseignants, il y a des militants d'associations qui s'emparent de ça et qui viennent faire du lobbying. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est pas qu'on veuille prévenir les abus sexuels à l'école. Nous, on remet pas ça en cause. SOS Éducation ne remet pas en cause cette circulaire. Le problème, c'est la manière dont elle est appliquée aujourd'hui avec les 3 heures de cours par an obligatoires, mais qui sont dispensées de manière complètement erratique et complètement arbitraire. Et finalement, selon les établissements, ça va être fait correctement ou ça va être fait n'importe comment. Et quand c'est fait n'importe comment, effectivement, là, il y a du trauma. Donc, au nom du bien, en fait, le remède a été pire que le mal. Et finalement, on a créé des blocages chez des petites filles qui disent, bah non, mais moi, je veux pas retourner à l'école parce que qu'on m'a parlé de ça et qu'en fait, on a brisé complètement leur imaginaire encore extrêmement doux, extrêmement féerique par rapport à la sexualité, avec des mots et des images beaucoup trop crues. Moi, l'autre jour, j'ai réexpliqué à mes enfants de 3 ans comment ils étaient nés. Qu'ils étaient sortis du ventre de maman parce qu'ils me parlaient d'une femme enceinte, etc. Et donc, je leur disais qu'avant, ils étaient dans le ventre de maman. Et à la fin, je leur ai dit, est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris d'où vous venez et où est-ce que vous étiez avant d'être là? Et il y en a un des deux qui m'a répondu, bah avant d'être là, on était dans ton cœur. Et en fait, il a tout compris. Évidemment qu'il est né de l'amour. C'est ça qu'un enfant a besoin d'entendre. Alors après, voilà, petit à petit, il va comprendre que le cœur est une chose et que le ventre en est une autre, mais on peut pas briser ça. C'est pas possible. Donc ça les met dans un état de sidération. Une fois qu'ils sont dans un état de sidération, ils sont coupés de leurs émotions, ils sont coupés d'eux-mêmes, et donc ils vont être beaucoup plus vulnérables justement à l'emprise des images pornographiques dont soi-disant ces cours sont supposés vouloir les protéger. Donc l'intention est peut-être bonne, en revanche l'exécution et la mise en place pour l'instant c'est pas du tout clair, c'est pas du tout bien fait, et il va falloir vraiment faire appel à des pédopsychiatres, à des gens qui connaissent bien le développement de l'enfant pour faire les choses de manière adéquate. On constate aussi une banalisation de la violence physique ou verbale, alors chez les jeunes, à l'école ou en dehors. Une banalisation qui peut aussi s'accompagner d'un sentiment d'impunité. Est-ce qu'il y a un lien entre la désinstruction dont vous parliez et puis cette montée de la violence dans notre société, ce que le chef de l'État d'ailleurs a qualifié de processus de décivilisation quand d'autres utilisent le mot d'ensauvagement? Oui, bien sûr. On sait que la courbe de l'instruction, la baisse de l'instruction est exactement concomitante de l'augmentation de la violence. Moins vous avez de stock lexical, moins vous avez de mots pour exprimer vos émotions, donc plus vous restez dans ce qu'on appelle les processus primaires. Moins vous pouvez secondariser, élaborer vos pulsions, plus vous êtes frustré, plus facilement vous êtes en situation de tension, et donc moins vous pouvez faire appel à votre imaginaire, à l'humour, à l'intellectualisation, à la sublimation, c'est-à-dire à tous ces mécanismes de défense que le psychisme humain possède grâce au langage et grâce à la pensée pour réguler l'agressivité et la frustration. Et donc bien évidemment qu'il y a plus de comportements impulsifs, plus de passages à l'acte, plus de bousculades, plus d'insultes. Voilà, un enfant qui est en capacité d'écrire un sketch, d'écrire une BD, d'écrire une fable, de tourner en dérision des choses, de dessiner des choses, c'est un enfant qui a des ressources, un imaginaire et des ressources en fait pour surmonter les difficultés qu'il vit tous les jours dans la cour du lycée. Un enfant qui n'a pas ça, il n'a pas confiance en lui. Quand vous avez 3 mots de vocabulaire, vous n'avez pas confiance en vous. Vous dites pas que vous allez y arriver dans la vie. Donc évidemment, vous êtes mal. Et quand vous êtes mal, il faut expulser ce mal-être.
Donc soit vous le retournez contre vous, vous vous scarifiez, etc. Soit vous le passez à l'acte sur autrui. Et on sait bien que plus une société est lettrée, c'est bien pour ça qu'il y a des associations qui favorisent notamment la lecture chez les prisonniers pour favoriser la réinsertion, etc. Plus un individu est lettré et instruit, plus il a d'immunité psychique par rapport tant à la violence qu'à la dépression. La dépression étant l'antichambre de la violence retournée contre soi, évidemment. Alors vous rappelez aussi dans votre livre que malgré les ingérences de l'État et les tentatives dont vous avez parlé qui tendent à restreindre l'autorité parentale, la santé mentale, émotionnelle et physique des enfants, elle est d'abord dans les mains de leurs parents. Vous insistez notamment sur l'importance de nourrir leur âme, leur cœur et leur intelligence. Est-ce que vous avez des conseils, peut-être des outils à la portée des parents pour justement qu'ils puissent aider leurs enfants à se construire et leur offrir un développement harmonieux? Oui, moi ce que j'ai envie de rappeler aux parents, c'est qu'on vit dans une société qui justement nous raconte beaucoup qu'il y a des experts en tout et que donc les chiffres, le pédiatre, le psychologue, le politique, le prof, c'est mieux qu'eux. Et Winnicott, qui était un pédiatre et un psychanalyste anglais, avait ce talent génial de dire, quand une mère venait avec un bébé et qu'elle était en difficulté, il commençait par dire à la mère « Je ne suis pas la mère de cet enfant. Vous êtes la mère de cet enfant. » Donc, il rendait à la mère sa dignité et sa place de mère. Et jusqu'à nouvel ordre, on est des mammifères. Hein, donc, la survie de l'espèce dépend du lien entre la mère et son bébé. Et je crois que c'est important que, en tant que maman et psychologue, je rappelle aux parents que ce sont eux les mieux placés, dès lors qu'ils font l'effort de s'instruire sur le développement de l'enfant, sur les besoins de leur enfant, de travailler un peu sur l'éducation qu'ils ont reçue pour pas forcément répéter les mêmes erreurs que leurs parents, parce qu'on en fait tous, mais vous essayez d'en faire d'autres. S'ils font ce travail de discernement et qu'ils se font confiance, ils seront le meilleur allié de leur enfant. Voilà, faut juste accepter qu'on n'a pas toujours la réponse à tout et que c'est pas la peine d'aller se précipiter sur la dernière certitude à la mode. Il vaut mieux avoir une période de flottement, une période de doute, une période où on interroge d'autres adultes autour de nous pour comprendre ce que notre enfant est en train d'essayer de nous dire et nous exprimer de ses besoins vitaux. Parce que je pense que oui, les parents sont les meilleurs alliés de l'enfant, ils le connaissent, ils le ressentent et au nom de l'efficacité, par exemple, on a une compression du temps dans notre société. Donc les parents sont soumis à une logique économique et une logique de temps qui fait qu'ils sont désynchronisés du rythme de l'enfant. L'enfant a un esprit absorbant. C'est-à-dire que l'enfant, il absorbe l'environnement et il le métabolise. Donc l'enfant, il a besoin de répéter les choses et il est lent. Et la phrase qu'on répète le plus à un enfant aujourd'hui, c'est « dépêche-toi ». C'est-à-dire qu'en fait, on fait rentrer l'enfant dans notre logique d'efficacité pour pas être en retard au boulot, etc. Je vais faire tes lacets à ta place, etc. Et donc, on met l'enfant en situation de perte de confiance en lui parce qu'il se sent nul, il est passif. Donc, ça fait un ado complètement mou qui pense que c'est sa mère qui va appeler le médecin pour prendre rendez-vous alors qu'il a un téléphone portable, il peut appeler lui-même. Et si vous inversez le truc, par exemple, pour prendre un exemple concret, et que chaque fois que vous avez envie que votre enfant réussisse, au lieu de lui dire « dépêche-toi », vous lui dites « prends ton temps ». Vous allez gagner un temps fou. Parce que si vous dites à votre enfant « dépêche-toi », il se stresse pour faire bien, il n'y arrive pas, donc à la fin, vous êtes saoulé, tout le monde a mis ses manteaux, il fait trop chaud, vous êtes en retard et vous lui faites ses lacets. Donc il sait toujours pas faire ses lacets à la fin de l'année. Si vous lui dites « prends ton temps, fais la boucle, prends ton temps », l'enfant n'est pas sous pression, il est complètement concentré et attentif, il n'est pas en train de se dire « je dois faire plaisir à maman », il est concentré sur sa boucle, et il fait ses lacets, et en 4 jours, il a appris à faire ses lacets. Donc en fait, si vous lâchez sur cette pression du temps, vous gagnez du temps. Donc je crois vraiment que le fait de se faire confiance, d'être dans l'instant présent, de mettre de la conscience dans ce qu'on fait avec nos enfants, vaudra toujours mieux pour eux que l'idéologie à la mode, que l'expertise à la mode. Et moi, souvent, je dis aux parents, il n'a pas besoin de moi, votre enfant, il n'a pas besoin d'un psy. Prenez l'heure de psychothérapie pour aller jouer au ballon. Prenez l'heure de psychothérapie pour inventer une histoire avec lui. Il va retrouver confiance en lui parce qu'il va sentir qu'il est important à vos yeux. Il n'est pas malade. Il a juste besoin de savoir qu'il est important à vos yeux, en fait. Et c'est peut-être, ça semble peut-être évident ou bête ce que je dis, mais je crois qu'on est dans une société qui a tellement voulu raconter qu'il y avait de l'expertise pour tout, qu'il y avait des coachs pour tout, qu'il y avait
une technicisation de tout, qu'il y avait des applis pour tout. On n'a pas besoin d'une appli pour être un bon parent, en fait. On a juste besoin de revenir à un lien naturel avec notre enfant et avec les rythmes de la vie. Voilà. Et le plus difficile, finalement, dans le monde actuel, c'est de préserver les rythmes de la vie. Je vais vous résumer d'ailleurs les choses dans votre livre en disant que les 3 outils simples sont à notre portée, la tendresse, les limites et les livres. Oui. Je crois qu'un enfant à qui on donne de la tendresse sans lui donner de limites, c'est ce que disait très bien Philippe Jamet, c'est un enfant qu'on abandonne à une liberté qui n'est pas encore suffisamment mature pour exercer, mais qu'il faut savoir distinguer les interdits structurants protecteurs des interdits qui sont juste le fruit de notre propre intolérance à la frustration. Par exemple, je t'interdis la télé parce que j'ai envie de regarder une série, ça ne fait pas sens pour un enfant. Donc est-ce que je pose un interdit qui le protège et qui l'élève, ou est-ce que je pose un interdit qui le rabaisse et qui le soumet? Donc être tout dans la protection, oui, être dans la domination, non. Et c'est pas évident, hein, il y a des moments où on est fatigué, on est tenté d'être dans la domination pure, en fait. Ce qui est une dérive, parce que ça ne structure pas l'enfant. De la tendresse, évidemment, inconditionnelle, sans limite. Des interdits structurants. Et puis des livres qui fabriquent des images eux-mêmes, qu'on leur impose pas. Ils ont tous vu les 3 mousquetaires, personne l'a lu. Mais moi, j'ai pas envie qu'on m'impose un acteur comme mousquetaire. J'ai envie de l'imaginer, mon mousquetaire. Donc, des livres, et ça va les protéger énormément de la dépression. Ça, j'en suis persuadée, parce qu'ils vont aussi comprendre dans les livres que certaines choses qu'on vit aujourd'hui dans la société, il y a eu des visionnaires, il y a eu des gens qui l'ont prédit, il y a eu des gens qui l'ont vu arriver. Il y a des philosophes qui se posaient les mêmes questions qu'eux il y a très longtemps. Et avoir des amis dans sa bibliothèque, ça fait qu'on n'est jamais seul. Et ça, je pense que c'est une grande force pour un enfant de le savoir. Merci beaucoup pour votre éclairage, Marie-Estelle. Merci à vous.